Lorsque j'ai acheté la maison, ma belle-mère avait 120 000 € d'économie. Mais elle n'a pas voulu me prêter le moindre centime. Pourtant, le jour même où j'ai reçu les clés de mon nouveau foyer, elle s'est présentée avec une valise en exigeant de vivre avec nous. Je lui ai répondu, « S'il vous plaît, sortez de chez moi. » Le jour où j'ai enfin eu les clés en main et où j'ai franchi le seuil de ma nouvelle maison, mon cœur ne s'est pas rempli du bonheur pur que j'avais imaginé. Quelque chose m'oppressait la poitrine. C'était un mélange de soulagement d'avoir enfin atteint ce pourquoi j'avais lutté pendant des années et d'épuisement. Car les mois précédents j'avais eu l'impression qu'on m'arrachait la peau en lambeaux pour pouvoir la payer. Je n'avais même pas eu le temps de poser mon sac ni de m'asseoir pour reprendre calmement mon souffle. Depuis l'extérieur de la grille du jardin de devant, on a entendu le bruit des roues d'une valise qui glissait sur les pavés. Clac, clac, clac. Le son était rythmé, mais extrêmement bruyant et agaçant. Je me suis retourné. En un instant, tout mon corps s'est glacé. Ma belle-mère, Doña Carmen, se tenait juste devant la grille, vêtue d'un tailleur rouge vif. Comme si elle allait à un mariage ou à une fête du Nouvel An. D'une main elle tirait une énorme valise, presque de la moitié de sa taille. De l'autre elle tenait un sac à main bien rempli. Derrière elle, ma belle-sœur Lucia portait 2 grands cartons. Elle marchait tandis que ses yeux scrutaient les alentours, comme si elle emménageait dans un endroit qui lui appartenait depuis longtemps. Avant que je puisse ouvrir la bouche, ma belle-mère s'était déjà promenée à l'intérieur de la maison sans demander, sans me féliciter et sans attendre que je l'invite à entrer. Elle a parcouru le salon. Ses yeux allaient du plafond au sol, des canapés aux meubles de la télévision pour s'arrêter sur la baie vitrée qui donnait sur la terrasse. Elle a hoché la tête et a prononcé une phrase avec un naturel stupéfiant. Comme si c'était le destin, la maison n'est pas mal. À partir de maintenant, je reste dans la chambre qui a une terrasse. Tu sais, les personnes âgées nous avons besoin d'être dans un endroit bien ventilé. Je suis resté planté là. Ma main tenait encore le porte-clés. J'ai eu l'impression qu'on m'avait jeté un seau d'eau glacée de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Pour acheter ce pavillon mitoyen, j'avais dû vendre ma moto à laquelle je tenais tant. Réduire presque toutes mes dépenses personnelles et rester éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. En faisant des travaux supplémentaires. Cela avait été des mois de lutte pour obtenir l'approbation du prêt hypothécaire à la banque. En comptant chaque euro. Personne dans la famille de mon mari ne m'avait accompagné ni soutenu. Mais aujourd'hui ils entraient et parlaient comme si cette maison avait toujours été la leur. Mon mari Carlos était à mes côtés. Son visage montrait un certain malaise, mais il n'avait pas la moindre intention d'arrêter sa mère. Il a souri avec raideur et sa voix s'est adoucie comme s'il voulait me calmer. Ma mère nous aime beaucoup, Elena. Elle vient juste nous aider un peu, chérie. Cette phrase a été comme jeter de l'essence sur le feu qui brûlait déjà en moi. J'ai regardé la valise abandonnée au milieu du salon. J'ai vu la façon dont il se déplaçait dans ma maison. Comme s'il la connaissait déjà très bien. Et j'ai compris que la maison n'avait même pas eu le temps de se réchauffer qu'il y avait déjà quelqu'un qui voulait me l'arracher. J'ai respiré profondément, en gardant la voix la plus calme possible, et j'ai demandé directement. Carmen, pourquoi apportez-vous toutes ces choses? Ma belle-mère s'est tournée vers moi comme si elle regardait une petite fille qui pose une question dont la réponse est évidente. Sa voix était si plate qu'elle en devenait glaciale, eh bien. Pour vivre avec vous. Bien sûr. Mon fils a aussi contribué à cette maison. Je suis sa mère. Il est normal que je vive ici. Avant que je puisse répondre, Lucia a interrompu d'un ton cynique, Elena. Tu parles comme si tu avais acheté cette maison toute seule. Carlos est aussi le fils de cette famille. Ma mère veut vivre ici. Est-ce un délit? Je suis resté là à les regarder un par un, voyant leur façon de parler. Leur façon de s'installer dans ma maison sans la moindre honte.
Dans ma tête s'est reproduit avec une clarté totale le jour où je m'étais assise face à Doña Carmen. Pour lui demander doucement de me prêter une somme d'argent afin de pouvoir payer l'apport de la maison à temps. À l'époque, elle avait 120 000 € à la banque. Je ne lui avais pas demandé de me les donner, je les avais seulement demandés en prêt. En proposant de signer un contrat de prêt devant notaire. Avec des délais clairs et même des intérêts. Mais elle m'avait regardé. Avait souri avec cynisme et prononcé une phrase que je me rappelle encore mot pour mot. Cet argent est pour ma vieillesse, pas pour le prêter à des étrangers. Des étrangers. Il s'avère qu'à ses yeux je n'avais jamais été considéré comme de la famille. L'étouffement m'est monté à la gorge, faisant un peu trembler mes mains. Mais pour une raison quelconque ma voix est devenue extrêmement froide. J'ai marché vers la table en chêne et j'ai posé le porte-clés. Le bruit du métal contre le bois a résonné clairement au milieu du silence. Je l'ai regardé fixement dans les yeux et j'ai prononcé chaque mot lentement. Quand j'en avais besoin. Vous aviez 120 000 € mais vous n'avez pas voulu me prêter le moindre centime. Maintenant que je viens de recevoir les clés, vous arrivez avec une valise en exigeant de vivre ici. J'ai fait une pause et j'ai continué. Ma voix ne s'est pas élevée. Mais elle était suffisamment claire pour que tout le monde dans la pièce m'entende. Je suis désolé. Je vous prie de prendre vos affaires et de sortir de ma maison. L'atmosphère dans la pièce a semblé s'étouffer. Mon mari a ouvert les yeux en grand, la bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Lucia est restée bouche bée, comme si elle ne pouvait pas croire que j'osais dire ça. Pendant ce temps, le visage de Doña Carmen est devenu livide. Ses yeux sont passés de la surprise à la colère puis à quelque chose de vraiment terrifiant. Pendant toutes les années où j'avais été sa belle-fille, je ne lui avais jamais parlé ainsi. J'avais été patiente. J'avais cédé. Je m'étais dit à moi-même de ne pas donner d'importance à certaines choses pour le bien de ce qu'on appelle la famille. Mais à ce moment-là, debout dans la maison que j'avais obtenue par mon propre effort, en voyant les personnes qui ne m'avaient jamais aidé avec un seul euro entrer à leur guise pour usurper ma place, j'ai su que si je continuais à céder, je perdrais tout. Ce jour-là, dans cette maison qui sentait encore la peinture fraîche. Au milieu d'un silence étouffant, j'ai compris une chose. Ce mariage était arrivé à un point de non-retour. Et les mots que je venais de prononcer n'étaient pas la fin. Mais le début d'une série d'événements qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu imaginer. Debout au milieu de la maison neuve. En écoutant les mots qui venaient de sortir de ma bouche avec une telle froideur que même à moi il semblait étrange, je me suis soudain rappelé le passé. Peut-être que si nous n'en étions pas arrivés là, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je regarderais ma belle-mère avec un regard complètement vide. De respect. Parce qu'il y avait eu un temps où j'avais vraiment cru que ce mariage se passerait bien. Que tant que le mari et la femme lutteraient ensemble, n'importe quelle tempête passerait. Que la famille de mon mari, aussi difficile soit-elle, verrait un jour la sincérité de mon cœur. Quand nous nous sommes mariés, Carlos était, à mes yeux, un homme bon, calme et à la vie ordonnée. Il n'était pas du genre à te couvrir de compliments ni à dire des mots doux. Mais il donnait l'impression d'être une personne éduquée et responsable. Cette attitude sereine m'avait fait croire que j'avais choisi la bonne personne. J'avais parfois pensé que le bonheur d'une femme ne se mesure pas à la richesse de son mari, mais au fait qu'elle ait trouvé un homme responsable qui pense à la famille. À ce moment-là je croyais que Carlos était ce genre de personne. Les premières années de mariage nous avons loué un petit appartement ancien dans un quartier ouvrier. De Madrid, à Carabanchel. L'appartement était étroit. Étouffant en été madrilène et avec les murs pleins d'humidité pendant les pluies d'hiver. Mais pour moi cette époque était encore chaleureuse. Je travaillais dans une entreprise de design de meubles. Le travail était exigeant et stressant. Mais mes revenus étaient bien plus stables que ceux de mon mari. Carlos travaillait comme employé de bureau. Son salaire n'était pas très élevé, mais il me disait toujours d'un ton ferme, « Patience. Mon amour. Dans quelques années nous achèterons sûrement une maison. Je ne veux pas que tu vives en location toute ta vie. »
Cette seule phrase suffisait à ce que toute ma fatigue en vaille la peine. J'ai commencé à travailler encore plus dur. En dehors de mes horaires, je acceptais des projets en freelance. En rentrant à la maison, j'ouvrais l'ordinateur portable et je travaillais jusqu'à tard dans la nuit. Il y avait des nuits où les yeux me brûlaient et le dos me faisait mal. Mais en imaginant qu'un jour je pourrais être dans ma propre maison, mon enthousiasme se ravivait. J'ai réduit beaucoup de dépenses, vêtements, cosmétiques et même les sorties pour prendre des bières ou des tapas avec les amis. Une fois, des collègues de travail m'ont invité à dîner pour me détendre. J'ai refusé simplement en pensant qu'en économisant ces 30 ou 40 € le compte pour acheter la maison augmenterait un peu plus. À ce moment-là, je ne sentais pas que je souffrais. Je sentais que je construisais mon avenir. Cependant, dès le début, la famille de mon mari ne m'a pas considéré comme la belle-fille qu'il désirait. Ma belle-mère, Doña Carmen, ne m'a jamais dit directement qu'elle ne m'aimait pas. Mais chaque phrase et chaque regard d'elle suffisait à me le faire comprendre. Je ne venais pas d'une famille aisée. Mes parents étaient des gens humbles d'un village et je n'étais pas le genre de belle-fille soumise et obéissante. Elle souriait et me louait devant les autres. Elena est très intelligente pour gagner de l'argent. Oui. Les femmes d'aujourd'hui sont plus calculatrices que celles d'avant. Cela sonnait comme un compliment. Mais la façon dont elle insistait sur le mot « calculatrice » me laissait clair qu'elle insinuait que j'étais une femme intéressée. À l'époque, j'étais encore naïve. Je me consolais en pensant que les personnes âgées en Espagne parlent parfois sans filtre. Mais sans méchanceté. J'ai donc essayé de me comporter le mieux possible. À chaque Noël ou fête, je ne laissais jamais manquer quoi que ce soit à la famille de mon mari. Du bon jambon ibérique, des bouteilles de vin de réserve. Des séances de physiothérapie pour mon beau-père Don Manuel. Jusqu'aux enveloppes d'argent pour les anniversaires de ma belle-mère. Je préparais tout avec soin. Je pensais que dans la cohabitation, et surtout en étant famille, il ne fallait pas un amour débordant. Il suffisait d'un peu d'éducation et de cordialité. J'espérais seulement recevoir un minimum de respect. Ma belle-mère adorait se vanter devant les parents qu'elle avait beaucoup d'économies. Plusieurs dépôts à terme fixe à la banque et un bon matelas pour aider ses enfants en temps difficile. Chaque fois que je l'entendais dire ça, je me sentais tranquille. Je n'espérais pas dépendre d'elle. Mais au moins je pensais que si un jour nous traversions une grande difficulté, la famille de mon mari ne resterait pas les bras croisés. Je croyais être la belle-fille d'une famille réaliste mais avec conscience. Maintenant, en y repensant, je me rends compte à quel point j'étais naïve. Plus je vivais avec eux, plus je me rendais compte que ma belle-mère était une personne qui calculait tout au millimètre. Pour elle, donner quelque chose signifiait l'échanger contre quelque chose de plus grand. Aujourd'hui elle aidait un peu. Demain elle te le jetait à la figure 10 fois. Une fois je lui ai acheté un bon manteau en plume parce que l'hiver approchait. Mais quand des membres de la famille sont venus en visite, elle a ri et a dit « Voici le manteau que m'a acheté la petite. » Bien que je suis sûr qu'elle l'a payé avec l'argent de mon fils, parce que le salaire d'une femme. Ça donne pour combien? J'étais dans la cuisine en train d'écouter chaque mot et la main avec laquelle je coupais le fruit s'est arrêté. C'était la première fois que je comprenais que, à ses yeux, tout mon effort pouvait être effacé par quelques mots. Mon mari adoptait toujours une posture intermédiaire qui m'épuisait. Il ne se rangeait pas totalement du côté de sa mère. Mais il ne me défendait pas non plus avec fermeté. Chaque fois qu'il voyait sa mère dire quelque chose de déplacé, il s'écartait et me murmurait. « Laisse tomber, tu sais comment est ma mère, elle est déjà âgée. Elle parle comme ça. Mais elle n'a pas de mauvaises intentions. » Il répétait tellement cette phrase que je suis arrivé à un point où elle ne me calmait plus. Mais où je sentais qu'il me demandait d'avaler ma colère. Malgré tout, j'ai continué à essayer de maintenir la famille unie. Je pensais que les belles-mères difficiles étaient quelque chose de courant. Tant que nous, en tant que couple, suivions le même chemin, tout pouvait s'arranger. J'ai mis mes espoirs dans notre future maison comme voie d'échappement. Je croyais que si nous avions notre propre espace,
une porte que nous pourrions fermer. Les frictions avec sa famille diminueraient. Mon mariage serait plus facile et Carlos mûrirait aussi une fois que nous aurions un foyer construit. Par nous deux. Dès lors j'ai commencé à séparer strictement les économies, argent pour les dépenses quotidiennes. Économie, fonds d'urgence et hypothèque future, tout noté clairement. Il y a eu des mois où j'arrivais tard du travail, morte de faim. Mais je ne dînais que d'une assiette de pâtes bon marché pour économiser. Pendant ce temps, je n'ai jamais osé réduire les cadeaux pour la famille de Carlos. J'étais économe avec moi-même, mais dépensière avec sa famille. Seulement par peur qu'on me traite d'avare. Je n'imaginais pas que ce serait précisément la maison qui déclencherait la révélation de leur cupidité couche par couche. Et justement parce que j'avais pris tellement au sérieux la protection de ce mariage. Le coup de poignard dans le dos a fait si mal. Si le début de mon mariage avait été plein d'espoir qui m'avait fait tenir. Les mois suivants ont été comme des gouttes d'eau tombant incessamment sur une pierre, sans bruit. Mais suffisantes pour éroder le cœur. Le conflit n'a pas commencé par de grandes disputes. Il est venu de petites choses, si petites que si je les racontais à quelqu'un d'autre. On me dirait probablement que j'étais trop sensible. Mais seul celui qui le vit le comprend. Il y a des choses qui ne font pas mal directement, mais qui se répètent. Elles se répètent jusqu'au jour où tu ne sais plus si tu es la belle-fille ou le distributeur automatique de toute la famille. J'ai commencé à me rendre compte que chaque fois que sa famille avait un événement, chaque fois que quelqu'un avait besoin d'argent, la première personne vers qui ils se tournaient était moi, pas leur fils. Un jour au bureau j'ai reçu un appel de Doña Carmen. Sa voix à l'autre bout du fil sonnait plus douce que d'habitude, en me demandant comment j'allais. Puis elle a dit, « Écoute. Lucia veut changer de téléphone parce que la caméra du sien devient floue. Elle a honte de le sortir. Quand elle sort avec ses amis. » Elle a baissé la voix comme si elle demandait une petite faveur, « Toi qui as un bon salaire. Aide un peu ta belle-sœur. Elle est jeune. Elle a besoin d'un bon téléphone pour ne pas être moins que les autres. » Je suis restée silencieuse quelques secondes. Sa façon de demander était toujours ainsi, des mots doux. Mais un ton qui insinuait que c'était mon devoir. Dans une autre occasion. Mon beau-père souffrait de douleurs au dos et on lui avait prescrit plusieurs séances de physiothérapie et d'ostéopathie. Il est normal que les personnes âgées tombent malades. Je n'ai jamais été avare en matière de santé pour les parents des deux côtés. Mais la façon dont ma belle-mère l'a présenté m'a attristé. Elle m'a appelé directement et m'a dit, « Prépare-moi l'argent. Ton beau-père doit commencer le forfait de thérapie. » En sortant du travail, je suis passé chez eux et je lui ai donné l'argent en liquide ce soir-là. Elle l'a reçu rapidement. A plié l'enveloppe et l'a mise dans sa poche comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il n'y a pas eu de merci, pas de « nous te le rendrons ». À la place elle a ri devant mon beau-père et a dit « L'argent de la belle-fille est l'argent de mon fils. Il n'y a pas de honte à avoir. » Cette phrase m'a paru familière, mais elle m'a donné un frisson dans le dos. L'argent que je gagnais, l'effort que je faisais. Dans sa bouche devenait quelque chose qui venait simplement parce que j'étais la femme de son fils. Il y a eu des incidents mineurs, mais je m'en souviens vivement. Une fois il a fait très froid à Madrid et comme l'appartement de mes beaux-parents est un rez-de-chaussée assez humide. Je leur ai acheté un purificateur et déshumidificateur d'air assez cher. Je l'ai choisi avec soin, en espérant qu'elle serait plus à l'aise. Quand je le lui ai apporté, elle l'a reçu avec une tête de poker. Je n'y ai pas donné d'importance, mais quelques jours plus tard, quand des membres de la famille sont venus, elle a de nouveau sorti cette blague devant tout le monde, cet appareil. C'est Elena qui l'a acheté, mais je suis sûr que c'est avec la carte de mon fils. Parce que combien peut-elle gagner? J'étais dans la cuisine en train de servir de l'eau et j'ai presque renversé la carafe. C'était toujours pareil. Sa façon d'effacer tout mon effort avec une phrase à moitié en blague pour s'assurer que son fils reste le pourvoyeur. Moi je serai pour toujours seulement une entretenue.
Ces mots se sont répétés tellement que j'ai commencé à comprendre une triste réalité. Aux yeux de ma belle-mère, tout ce que je faisais manquait de valeur. Si je donnais, c'était mon obligation. Si j'agissais, c'était normal. Mais si une seule fois je refusais, je devenais automatiquement la belle-fille calculatrice. Celle qui ne pense qu'à l'argent et qui n'a pas de respect pour les aînés. La justice dans cette famille n'a jamais existé. Ce qui m'épuisait le plus, c'est que Carlos voyait tout. Il entendait clairement ce que disait sa mère. Il voyait mon malaise, mais chaque fois il choisissait de s'écarter dans un coin et de murmurer. Laisse tomber, ne le prends pas à cœur. Maman aime paraître. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Au début je m'obligeais à le croire, mais après l'avoir entendu d'innombrables fois je l'ai compris. Ce n'était pas un réconfort. C'était sa façon de me demander de rester silencieuse. Il ne me défendait pas, il voulait seulement que j'aie de la patience pour que, face à la galerie, tout paraisse en paix. Et cette paix s'achetait toujours avec mon sacrifice. Chaque fois que nous allions chez mes beaux-parents, Doña Carmen avait une habitude qui me mettait très mal à l'aise. Elle demandait dans les moindres détails mon salaire, mes primes et mes économies. Où j'investissais l'argent, combien j'avais en liquide. De l'extérieur on aurait dit qu'elle s'inquiétait, à la fin de l'année on te donne la prime. N'est-ce pas? Tu as sûrement économisé pas mal. Les jeunes d'aujourd'hui doivent savoir économiser. Mais, combien as-tu exactement? Dis-le-moi pour que nous, les aînés, vous aidions à planifier. Mais son regard inquisiteur me laissait clair qu'elle ne demandait pas par affection. Elle m'évaluait, et c'était ainsi. Chaque fois que je disais que j'avais quelques économies. Quelques jours plus tard surgissait un besoin impérieux qui nécessitait de l'argent. Que ce soit une célébration familiale. Réparer le toit du village ou que Lucia avait besoin de capital pour commencer à vendre des choses. Sur Instagram sous prétexte qu'elle me le rendrait. La grande habileté de ma belle-mère était de transformer n'importe quelle excuse en quelque chose de très logique. Elle ne t'attaquait pas, elle ne demandait pas directement. Pas à pas elle me poussait dans une position où il était difficile de refuser. Et si je doutais, son visage s'aigrissait immédiatement. Comme si j'avais déçu la famille qui avait été si bonne de m'accueillir. Il y a eu un petit incident que je n'ai pas oublié. Ce jour-là nous dînions toute la famille et la conversation a dérivé sur le thème du logement. J'ai commenté en passant que si un jour nous pouvions acheter une maison. J'aimerais avoir un petit coin près de la fenêtre pour mettre un fauteuil et une étagère et ainsi pouvoir m'asseoir pour lire tranquillement l'après-midi. Je l'ai dit comme ça, parce que c'était mon petit rêve. Mais ma belle-mère, en l'entendant, a lâché un rire cynique. Vous n'avez même pas où tomber mort et tu rêves déjà d'avoir un solarium. Gagne de l'argent. Vraiment d'abord, ma petite. Tout le monde à table a ri. J'ai été la seule à rester silencieuse, en y réfléchissant bien. Cette phrase n'était pas seulement une insinuation. C'était un rappel qu'à ses yeux je ne valais quelque chose que si je produisais de l'argent. Pendant ce temps, mes rêves, mon bonheur ou mon besoin de profiter de la vie n'importaient pas. Je n'avais pas besoin d'être heureuse. Je devais seulement savoir générer des revenus et les donner à la famille de mon mari quand il en aurait besoin. À partir de ces épisodes, mon cœur a commencé à s'étouffer. J'ai continué à garder les formes. En apportant des cadeaux et en ne laissant personne me reprocher quoi que ce soit. Mais je ne regardais plus ma belle-mère avec la confiance d'avant. J'ai aussi commencé à voir clairement la faiblesse de mon mari. Une faiblesse qui avec le temps fait qu'une épouse perde son point d'appui. Malgré tout, j'essayais encore de croire que les choses pouvaient changer. Je pensais qu'en n'ayant pas encore de maison propre, les frottements étaient plus fréquents. Je me répétais à moi-même, il manque peu. Dès que nous pourrons acheter la maison, fermer la porte et faire notre vie, tout sera différent. Cette conviction m'a fait continuer avant de me rendre compte que je m'étais trompé depuis le début, précisément en m'accrochant à cette croyance naïve. Quand l'occasion d'acheter la maison est arrivée, j'ai pensé que ce serait le point d'inflexion pour notre mariage. Après des années d'économie, j'ai trouvé un pavillon mitoyen qui correspondait à ce que je voulais.
Il n'était pas excessivement grand ni un palais de luxe. Mais il était dans un bon quartier de la banlieue. Avec un accès facile et tous les papiers en règle. Le plus important est que le prix était encore abordable si je réunissais toutes mes économies. Demandais un prêt hypothécaire. Pour les autres ce serait seulement une maison. Mais pour moi à ce moment-là c'était le rêve que j'avais payé en passant fin. En réprimant des désirs, en veillant tard pendant des années. J'ai apporté tous les documents à la maison et j'ai calculé chaque détail avec précision. Mes économies couvraient une grande partie des dépenses initiales. La banque financerait 80%, mais pour pouvoir payer les 20% d'apport plus les 10% d'impôts. Le redouté ITP et les frais de notaire rapidement et assurer la réserve. Il me manquait une somme d'argent. Ce n'était pas si grand que ce soit impossible à obtenir. Mais ce n'était pas non plus si petit que je puisse le sortir en un couple de jours. J'ai beaucoup réfléchi pendant des jours. Je ne voulais pas demander de microcrédit parce que les intérêts sont usuraires. Ni déranger mes amis. La seule option qui restait était la famille de mon mari. Si cela avait dépendu de moi, je n'aurais jamais ouvert la bouche. Pas par orgueil, mais parce que je connaissais le caractère de ma belle-mère. Mais ce jour-là c'est Carlos qui l'a proposé. Il s'est assis à mes côtés, a vu l'Excel plein de chiffres et a dit. Ma mère a des économies. Si nous lui demandons un prêt pour quelques mois, elle nous aidera sûrement. Après tout c'est pour que nous nous stabilisions. Je l'ai regardé fixement un bon moment, comme si je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. En me voyant douter, il a ajouté, ne sois pas si négative. Nous allons demander un prêt. Pas demander la charité. C'est notre famille. Comment va-t-elle voir que ses enfants achètent une maison et ne pas aider? Cette phrase est celle qui m'a fait acquiescer. J'ai pensé que peut-être je devais essayer une fois. De plus, ce n'était pas un caprice personnel. Acheter la maison était pour avoir un endroit digne où vivre. Pour arrêter de déménager d'appartement en appartement. Je me suis même dit à moi-même. Peut-être que c'est une opportunité pour que ma belle-mère me voie d'un autre œil. Pour qu'elle arrête de me considérer comme une intruse. Ce jour-là, en allant chez mes beaux-parents, j'ai apporté des douceurs d'une bonne pâtisserie de Madrid. En arrivant je me suis assise poliment, j'ai parlé lentement. En choisissant les mots pour ne pas sembler insolente. J'ai expliqué en détail que c'était un prêt temporaire pour couvrir les frais de notaire et une partie de l'apport. Ce ne serait que pour quelques mois. J'étais disposé à rédiger un contrat de prêt entre particuliers avec une date de remboursement. Claire, une procédure totalement légale en Espagne pour éviter des problèmes avec le fisc. Je lui ai même offert de payer un intérêt supérieur à celui que lui donnait sa banque. J'ai parlé avec beaucoup de clarté parce que je voulais qu'elle comprenne que je venais comme une personne responsable demandant un prêt, pas comme une mendiante. Au début, Doña Carmen écoutait seulement en tambourinant des doigts sur la coudoir du canapé avec un visage inexpressif. Mais peu à peu son expression a changé. Dès que j'ai fini de parler, elle s'est adossée, a souri cyniquement et a dit en traînant les mots. Cet argent est pour ma vieillesse, pas pour le prêter à des étrangers. Ces deux mots, à des étrangers. Elle les a soulignés avec tant de clarté que j'ai eu l'impression qu'on me jetait un verre d'eau froide au visage. Je suis resté glacé quelques secondes. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle accepte immédiatement. Mais je ne m'attendais pas non plus à un refus de cette manière. Avant que je puisse me reprendre, Lucia, assise à ses côtés, a interrompu d'une voix affable mais venimeuse, « Tu fais bien de garder cet argent. Maman. De nos jours on ne sait jamais si Elena a la maison à son nom et ensuite vous divorcez. Notre famille pourrait perdre beaucoup d'argent. » En entendant ça, j'ai eu l'impression qu'on me serrait le cœur. Je n'avais jamais pris un centime à cette famille. Je n'avais rien fait pour qu'ils me soupçonnent à ce point. Mais à leurs yeux, j'étais déjà catalogué comme quelqu'un disposé à fuir avec le patrimoine. J'ai regardé mon mari, non pour demander de l'aide, mais en espérant qu'il dise au moins quelque chose de sensé. Que c'était une affaire de nous deux, que je n'étais pas ce dont il m'accusait.
Mais Carlos s'est contenté de rester assis là à se gratter le genou, en regardant ailleurs. Et à murmurer si bas qu'on l'entendait à peine. Ce qui préoccupe maman a aussi sa part de raison. Cette seule phrase m'a laissé clair que j'étais assise au milieu d'une famille qui ne m'avait jamais considérée comme l'une des leurs. Doña Carmen, en voyant que son fils ne s'opposait pas, s'est enhardie. Elle a lâché une grimace, moitié conseil moitié moquerie, si vous pouvez vous le permettre. Achetez-la vous-même. N'allez pas acheter une maison pour finir par demander des prêts partout. Pauvre fils à moi. Cette phrase m'a fait bouillir le sang. J'avais cherché la maison. L'argent venait de mes économies et ce manque de liquidité était seulement pour accélérer le processus et ne pas perdre la compte. Mais dans sa bouche je devenais quelqu'un avec des ambitions vides qui entraînait son fils à la ruine. J'avais tellement envie de lui répondre. Je voulais lui demander où étaient ces mots quand je donnais de l'argent pour les traitements, pour les célébrations et d'autres besoins. Pourquoi personne n'avait dit « pauvre fils à moi ». Alors je voulais lui demander ce que j'avais fait de mal pour qu'il s'assoie devant moi plein de soupçons et de mépris, mais à la fin je n'ai rien dit. Je me suis assise très droite, j'ai serré les lèvres, j'ai gardé le peu de fierté qui me restait. Je me suis levé et je suis parti. Pendant tout le chemin du retour à la maison mes mains tremblaient sur le volant. Je n'ai pas pleuré immédiatement. La douleur à ce moment-là n'était pas du type déception qui provoque des larmes, mais un sentiment d'humiliation qui me paralysait. Humilié d'avoir dû m'abaisser à demander, humilié d'être traité comme une intruse. Et le plus amer, mon mari assis là à écouter chaque mot, mais gardant le silence comme si ma blessure n'était pas suffisamment importante pour me défendre. Cette nuit-là je n'ai pas pu dormir. J'ai rouvert tous mes Excel, contrats, comptes, fonds d'investissement. J'ai calculé encore et encore jusqu'à ce que les yeux me brûlent. J'ai décidé de vendre ma moto. J'ai retiré presque tous mes investissements personnels en assumant des pénalités. J'ai aussi accepté un projet freelance extrêmement lourd. Je savais que ce serait épuisant, mais je l'ai pris pour couvrir le déficit. Assise devant l'écran allumé à l'aube, je me suis dit à moi-même, d'accord. Personne ne va me prêter. Je le résoudrai seul. Je ne vais pas mourir parce qu'il ne m'aide pas. Mais depuis cette nuit-là quelque chose en moi s'est brisé. Je ne regardais plus ma belle-mère comme de la famille. Et pour la première fois depuis que je m'étais marié j'ai noté avec beaucoup de clarté une dette. Qui n'était pas d'argent, mais d'humiliation. Après cette nuit où je suis resté jusqu'à l'aube en bouchant chaque trou de mon plan financier. Ma vie a tourné autour d'un seul objectif, acheter cette maison par mes propres moyens. Coûte que coûte, j'ai vendu ma moto. Réduit toutes les dépenses inutiles et pris des heures supplémentaires. J'arrivais du bureau à la maison et j'ouvrais directement l'ordinateur portable pour continuer à travailler jusqu'à l'aube. Il y avait des jours où j'étais si fatigué que je ne savais même plus le goût de la nourriture. Je voulais seulement m'allonger et dormir. Mais dès que je me rappelais que je pouvais perdre cette maison et l'important à compte, si je retardais je m'obligeais à me rasseoir. Cela a été des mois où j'ai presque perdu mes forces, mais à la fin tout a cadré. En signant les actes chez le notaire mes mains tremblaient. Pas de peur, mais à cause de la quantité d'émotions débordantes. C'était un mélange de joie, tristesse, soulagement et amertume. Cela aurait dû être un jour heureux pour nous deux, le fruit d'années de travail en couple. Mais à ce moment-là j'étais très consciente que cette maison était quelque chose que j'avais obtenu. Seul après avoir passé par un épuisement extrême. L'homme qui était à mes côtés était mon mari par statut. Mais dans ce voyage j'avais marché seul presque tout le temps. Malgré tout, j'ai essayé que les choses ne s'aggravent pas. Je ne voulais pas que pour des questions d'argent la famille devienne un lieu de pur calcul. C'est pourquoi après avoir signé je l'ai communiqué à la famille de mon mari. Je pensais que même si Doña Carmen ne m'avait pas prêté l'argent, même si je connaissais déjà en partie son caractère, en entendant que son fils et sa belle-fille avaient enfin réussi à acheter une maison. En tant que mère elle devrait avoir une félicitation. Je n'attendais pas qu'ils se réjouissent pour moi.
Seulement un minimum d'éducation pour pouvoir continuer à croire que les choses n'allaient pas si mal. Je me suis trompé. Ce jour-là j'ai apporté quelques détails chez mes beaux-parents. En entrant j'ai vu Donia Carmen assise dans le salon avec une tasse de café aussi détendue qu'eux. Toujours. J'avais à peine commencé à m'asseoir et je n'avais pas fini de dire « Carmen. Nous avons déjà signé la maison », qu'elle a levé la tête et m'a interrompu, sans me féliciter. Sans demander pour mon effort, au nom de qui sont les actes? Cette question m'a glacé. Je l'ai regardée et quelque chose en moi s'est effondré. Il s'avère que c'était la seule chose qui lui importait. Pas comment j'avais lutté, pas à quel point cela avait été difficile. Pas que nous ayons enfin un foyer digne. Mais le nom qui figurait sur le papier du registre de la propriété. J'ai répondu avec sincérité. Parce qu'à ce moment-là je n'ai pas pensé que le cachet servirait à quelque chose. Je lui ai expliqué que la maison avait été payée en grande majorité avec mes économies antérieures. Au mariage et avec la liquidation de mes investissements privés, c'est pourquoi. Sous le régime de séparation de biens et pour faciliter l'hypothèque qui était à ma charge. Elle était à mon nom. Je n'avais pas encore fini de parler quand elle a frappé la tasse contre la table. Clac. Son visage s'est aigri instantanément et sa voix est devenue glaciale. Une belle fille ayant une maison à son propre nom. Ça te semble convenable? Je suis restée silencieuse, sans savoir quoi répondre. Lucia, assise près d'elle, a lâché un rire cynique. Un rire qui rien qu'en l'entendant était insultant, et a dit en traînant les mots. Elle disait qu'elle achetait la maison pour la famille. Mais à la fin elle la met à son nom. Comme elle est maligne, la fille. J'ai eu un nœud dans la gorge, des mois à suer sang et eau pour obtenir la maison. Des années de patience dans cette famille. Et il s'avère qu'à leurs yeux tout se résumait au mot « maligne » dans le pire sens. Personne n'a demandé ce que j'avais dû sacrifier. Personne n'a vu mon effort. Tous se sont concentrés uniquement sur comment faire pour que ce que je venais d'obtenir devienne un droit à eux. C'est alors que Carlos est intervenu, mais pas pour me défendre. Il m'a tiré par le bras vers la cuisine et a baissé la voix comme s'il me donnait un conseil très raisonnable. Et si nous ajoutions le nom de Carlos chez le notaire pour que ma mère reste tranquille? La maison est à nous deux. Peu importe au nom de qui elle est. Je me suis tourné pour le regarder une seconde. Je ne pouvais vraiment pas croire que l'homme qui venait de dire ça était mon mari. Je lui ai demandé directement, quand j'ai cherché le financement. Tu n'as pas pu aider en rien. Quand ta mère a refusé. Tu es resté silencieux. Maintenant que je l'ai réussi, vous faites tous un scandale pour le nom. Il est devenu pâle, mais au lieu de ressentir de la honte. Il a froncé les sourcils et m'a reproché. Tu es trop calculatrice. Nous sommes un mariage. Pourquoi marquer autant les limites? Est-ce que nous ne signifions plus rien? En entendant ça, j'ai eu envie de rire et de pleurer en même temps. Il s'avère que quand je luttais seul c'était normal. Mais quand je défendais le fruit de mon effort on m'appelait calculatrice. La tension a explosé complètement pendant le dîner ce jour-là. Mon beau-père, ma belle-mère, mon mari, Lucia et moi étions là. L'atmosphère était lourde depuis le début. Je savais qu'ils n'avaient pas oublié le sujet de la maison. Et effectivement, Donia Carmen a posé les couverts. M'a regardé fixement devant tout le monde et a dit d'un ton tranchant comme un couteau. Les femmes comme toi mettent les maisons à leur nom pour ensuite pouvoir donner un coup de pied à mon fils et le jeter à la rue. Cette phrase a été une gifle directe sur mon visage. Toute ma patience s'est épuisée à cet instant. J'ai levé la tête et pour la première fois je lui ai répondu à table sans esquiver son regard. Sans mesurer mes mots, si vous pensez que je suis si mauvaise. Depuis le début vous n'auriez pas dû accepter mes cadeaux ni mon argent. Ni laisser que je m'occupe de tant d'affaires dans cette famille. La table est restée dans un silence absolu. Mon beau-père a frappé la table et m'a crié d'être mal élevé. Lucia a sauté immédiatement pour défendre sa mère, rouge de colère comme si elle était l'offensée. Et Carlos, au lieu de médier,
m'a blâmé pour avoir monté un numéro et parlé sans respect. À ce moment-là, les 4 semblaient m'acculer, en me transformant en coupable. Seulement parce que je ne voulais pas leur livrer la sueur de mon front. Cette nuit-là je suis retourné dans notre minuscule appartement de location. J'ai sorti les actes de vente et je les ai posés sur la table. Je suis restée assise là longtemps. Regarder le papier aurait dû me rendre heureuse. Mais le sentiment le plus clair dans mon cœur était une douleur accablante. Je me suis rendu compte que la maison n'était pas seulement l'endroit où nous allions vivre. C'était une épreuve. Et en un seul jour cette épreuve avait mis à nu la vraie nature de toute la famille de mon mari. Dès ce moment j'ai marqué des limites invisibles dans ma tête. Je pouvais continuer à être son épouse. Je pouvais avoir encore un peu de patience parce que je ne voulais pas encore que tout finisse. Mais je me suis fait une promesse. Je ne laisserai jamais personne transformer la maison que j'avais payée avec du sang, de la sueur et ma propre dignité en un endroit où ils pourraient entrer à leur guise, s'installer et me faire des sermons. À ce moment-là j'ai seulement pensé que c'était un rappel pour me protéger. Je n'imaginais pas que ce serment serait mis à l'épreuve exactement comme je l'avais imaginé. Et ainsi nous arrivons au présent. Au milieu de ma maison neuve. Accompagné du bruit des roues d'une valise traînée et face au regard effronté de personnes qui croyaient que je tiendrais pour toujours. Dès que j'ai fini de parler et que je leur ai exigé de partir, toute la maison a semblé se figer pendant quelques secondes. Personne ne s'attendait à ce que je parle avec tant de fermeté et encore moins le premier jour. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Un instant après, Doña Carmen a jeté sa valise par terre. Le bruit du coup a résonné dans le salon encore vide. Puis elle a crié d'une voix stridente, le visage rouge de colère. « Tu oses jeter ta belle-mère ? Tu es mal élevé et sans vergogne. » Ces cris étaient si tranchants qu'ils ont fait que l'atmosphère déjà tendue devienne étouffante. Mon mari, qui semblait se réveiller de sa stupeur, s'est avancé et m'a attrapé par le poignet. Sa prise était forte. Il a baissé la voix, mais elle était pleine de rage. « Calme-toi. Elena. Parlons les choses calmement. » Cela sonnait comme une tentative d'apaisement. Mais sa façon de me tirer vers un côté tandis que son corps se tournait vers sa mère me l'a rendu très clair. À ce moment-là il ne s'inquiétait pas de la pression que je ressentais, mais de l'orgueil blessé de sa mère. Je me suis dégagé d'un coup sec. J'ai senti la brûlure au poignet. Mais mon cœur est devenu encore plus froid. Je les ai regardés tous les trois directement, en prononçant chaque mot avec clarté. Cette maison. C'est moi qui l'ai achetée. Personne n'a le droit d'apporter ses affaires et de s'installer ici. Parce que ça lui chante. En entendant ça, Lucia a semblé prendre feu. Elle a fait quelques pas en avant, presque en me pointant du doigt au visage. Elle a souri avec cynisme, avec une voix aiguë et insolente. Tu te crois la reine de Saba parce que tu as une maison. N'est-ce pas? Si ce n'était pas parce que Carlos a signé les papiers. Tu crois que la banque t'aurait donné l'hypothèque? Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé mon mari. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de rire. J'ai lâché un rire froid et j'ai répondu, « Qu'est-ce qu'il a signé ton frère? Allez. Montre-moi une seule signature de lui dans les actes ou dans l'hypothèque. » Cette phrase a été comme une gifle en pleine figure pour les deux frères. Lucia s'est tue. Carlos est resté pétrifié. Ses lèvres bougeaient, mais aucun mot ne sortait. Il savait mieux que personne de qui était l'argent, à qui appartenait la maison et quelle avait été sa nulle contribution économique dans tout le processus. Son silence a tout répondu. En voyant que son fils ne pouvait pas se défendre, Doña Carmen a changé de tactique. Je dois admettre qu'elle était une excellente actrice. Il y a une seconde elle criait et maintenant elle était déjà assise sur le nouveau canapé comme si elle était la victime qui souffrait le plus au monde. Avec une main sur la poitrine et l'autre en essuyant des larmes inexistantes. Sa voix tremblait pleine de dramatisme. J'ai élevé mon fils jusqu'à en faire un homme et maintenant qu'il se marie. Sa femme jette sa propre mère. Oh mon Dieu, quel châtiment tu m'as envoyé.
Ces pleurs n'étaient pas de douleur, c'étaient des pleurs avec un but. Des pleurs pour que les autres l'entendent, pour créer une image. Et effectivement, depuis l'extérieur de la grille on a commencé à entendre les pas de personnes qui ralentissaient. Ce pavillon mitoyen était dans une urbanisation tranquille. Au moindre bruit fort, les voisins se pencheraient par curiosité. Donia Carmen a monté le volume, en pleurant plus fort pour que ça s'entende dehors. Les belles filles d'aujourd'hui sont des monstres. La maison n'a même pas eu le temps de chauffer. Et elle jette déjà sa belle-mère à la rue. Et je n'ai rien fait de mal. En entendant ça, le sang m'a bouilli. Je venais d'entrer dans la maison. Les murs sentaient encore la peinture fraîche. Le sol n'était même pas encore rempli de meubles et elle, assise au milieu de mon salon, montait un spectacle digne d'une émission de chœur. J'ai marché rapidement vers la porte. J'ai donné un coup de porte pour bloquer la vue depuis l'extérieur. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Ma voix était basse, mais ferme, si vous ne sortez pas seul par cette porte. J'appellerai le gardien de l'urbanisation ou la police. Cette fois mon mari s'est vraiment fâché. Peut-être qu'à ses yeux j'avais franchi une ligne qu'il croyait que je ne franchirais jamais. Il m'a crié, « Tu dépasses les bornes, Elena. C'est ma mère. » J'ai tourné la tête, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu immédiatement. Et moi je suis celle qui paie cette maison. Cette phrase a plongé la pièce dans le silence. Ce n'était plus une dispute, c'était la vérité crue qu'il ne voulait pas entendre. Donia Carmen s'est levée du canapé. Elle avait le visage bleuté et les yeux tranchants comme des couteaux. Elle ne pleurait plus. Quand les larmes ne servent plus à faire pression, la vraie nature sort. Elle m'a pointé directement, sa voix pleine de haine, « Très bien. Jette-moi aujourd'hui. Mais ensuite ne te plains pas quand ta vie deviendra un enfer et que tu n'auras pas la paix. » Si j'avais été celle d'il y a quelques années, en entendant ça j'aurais eu peur. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon cœur était très tranquille. Quand tu vois la vraie face de quelqu'un, ces menaces ne font plus peur. Je suis resté où j'étais, je lui ai rendu le regard et j'ai répondu sèchement, « Allez, essayez. » Lucia a tiré le bras de sa mère comme si elle la conseillait. Mais en réalité elle jetait plus d'huile sur le feu, « Laisse tomber. Maman. Ça ne vaut pas la peine de parler avec des gens comme ça, c'est gaspiller de la salive. » Mais avant de partir elle n'a pas oublié de me lancer un regard chargé de ressentiment. Pendant ce temps, Carlos est resté paralysé au milieu du salon, en regardant sa mère puis moi. Il était pâle de rage et de honte en même temps. Mais sa honte n'était pas parce que sa mère avait dépassé les bornes. Mais parce que pour la première fois il ne pouvait plus utiliser ses phrases médiatrices habituelles. Errance pour m'obliger à céder. Finalement, Donia Carmen a tiré sa valise et s'est retournée vers la porte. Le bruit des roues traînant sur le parquet était extrêmement agaçant. Lucia a pris ses 2 cartons et l'a suivi derrière, en murmurant des insultes à voix basse. Mon mari a fait quelques pas comme s'il voulait dire quelque chose, mais finalement il s'est tu. Quand ils étaient presque arrivés à la grille, Donia Carmen s'est arrêtée soudainement. Elle s'est tournée vers moi. Ce n'était plus le regard d'une belle-mère qu'on jette. C'était le regard de quelqu'un à qui on a arraché la proie devant ses propres yeux. Dans ce regard il y avait de la colère, de la honte, de la haine et un ressentiment très profond que je savais qu'elle n'oublierait pas facilement. Je suis resté immobile en les voyant partir. J'avais les mains si serrées que les clés me rentraient dans la paume. Juste au moment où la grille s'est fermée derrière eux, je me suis rendu compte d'une chose. Le problème d'aujourd'hui n'était pas terminé. C'était seulement le premier coup de feu. Et la femme qui venait de traîner sa valise hors de ma maison ne se rendrait pas si facilement. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour confirmer que Donia Carmen ne laisserait pas l'affaire en rester là. Pour quelqu'un comme elle, être humilié devant sa propre belle-fille était déjà assez douloureux. Mais avoir été sur le point d'être vu par les voisins était impardonnable. Les gens qui vivent des apparences et de l'orgueil peuvent faire des choses très salées. Désespéré. Je le savais. Ce que je n'attendais pas, c'est qu'elle agisse si rapidement. Cette même nuit mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt.
D'abord un appel, puis deux et puis une avalanche. Jusqu'à ce que l'écran qui s'éteignait à peine se rallume. J'ai vu les noms de ceux qui appelaient et j'ai senti un froid dans la poitrine. Tous étaient des membres de la famille du côté de Carlos, ses oncles, tantes. Même des cousins si lointains qu'en une année ils me disaient à peine bonjour. Mais cette nuit-là ils se sont tous soudain souvenus de moi et avec un ton de voix très tranchant. Dès que j'ai décroché, la voix à l'autre bout m'a frappé directement, Elena. Tu as dépassé les bornes. Après tout. C'est ta belle-mère. Comment as-tu le cœur de la jeter le premier jour où tu emménages? Tu es une. Sans cœur. J'ai tenu le téléphone en silence. Ma tête était bloquée. Je n'avais rien raconté à personne. Je n'avais même pas eu le temps de me calmer après la dispute de l'après-midi. Mais il était clair que l'histoire s'était propagée à une vitesse étonnante. Et, bien sûr, dans la version qui intéressait Doña Carmen. Un appel se terminait et un autre entrait. Certains ne me laissaient même pas parler. En disant « Allô », ils commençaient à me crier. J'ai entendu que tu as jeté ta belle-mère. Tout se paie dans cette vie. Le karma t'atteindra. Je suis resté longtemps silencieuse en entendant ça. Pas par manque de mots. Mais parce que j'ai compris que la vitesse de sa famille pour me diffamer était plus grande que ceux que j'imaginais. En seulement quelques heures. L'histoire de Doña Carmen arrivant avec la valise en exigeant de vivre dans ma maison s'était transformée en l'histoire de la belle-fille mal élevée et ingrate qui, dès qu'elle avait eu un peu d'argent, avait humilié toute la famille de son mari. J'ai mis le téléphone en silencieux, mais les notifications WhatsApp continuaient d'apparaître. Il y en avait qui n'appelaient pas, mais envoyaient des textes très longs. Ils parlaient de critiques. Du respect des aînés et de comment la valeur d'une femme se mesure à sa moralité. En les lisant, je ne ressentais que de la fatigue. Le plus ironique était que parmi toutes ces personnes qui me faisaient des sermons sur comment être une bonne épouse et belle-fille, aucune ne s'était jamais préoccupée de comment avait été ma vie avec cette famille. Elles avaient seulement besoin d'écouter une version pour déclarer que j'étais la coupable. J'ai ouvert le groupe WhatsApp de la famille de mon mari et effectivement Lucia s'en était déjà chargée. Elle n'a pas mentionné mon nom. Mais elle a mis un statut avec des insinuations juste à l'heure de plus grande audience. De nos jours il y a des gens qui se marient et oublient d'où ils viennent. Ils ont un petit appartement et se croient déjà les reines du Mambo. En bas, plusieurs membres de la famille lui suivaient le jeu. Certains mettaient des émoticônes de dégoût ou des commentaires ambigus comme « Il faut vivre avec dignité pour être un bon exemple ». Je regardais l'écran en ressentant des nausées et de la froideur. Ils ne voulaient pas la vérité, ils voulaient seulement de la chair à potin. Ce qui faisait le plus mal, c'est que Carlos savait tout. Il était dans ce groupe à voir chaque commentaire dirigé contre moi. À voir comment sa mère et sa sœur me transformaient en la méchante devant toute la famille. Mais la seule chose qu'il m'a envoyée était un message court. Et un peu de patience. Ne faisons pas grossir la boule plus. J'ai lu le message plusieurs fois et je l'ai appelé. Ma voix était extrêmement tranquille. Tu ne vois pas qu'ils salissent mon image de la pire manière possible? À l'autre bout il y a eu un silence. Il a soupiré et a dit, laisse passer jusqu'à ce que les eaux se calment. J'ai ri avec amertume. C'était toujours la même chose. C'était toujours moi qui devais avoir de la patience. Moi qui devais me taire. Moi qui devais supporter tout ce que les autres provoquaient. Seulement pour que sa famille puisse profiter de sa supposée paix. Je n'ai plus rien répondu. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table et je suis resté assise en silence dans la maison neuve. Elle était beaucoup plus grande que notre ancien petit appartement. Mais cette nuit-là elle se sentait incroyablement vide et glacée. Je croyais qu'en recevant les clés, la première chose que j'obtiendrais serait la paix. Il s'est avéré qu'en entrant j'ai été jeté directement dans le chaos créé par la propre famille de mon mari. Le lendemain matin je n'avais pas fini de déjeuner quand j'ai entendu du remue-ménage dans la rue. J'ai tiré le rideau et j'ai eu la chair de poule. Doña Carmen était revenue, mais cette fois elle ne venait pas seule.
Elle était accompagnée de 2 tantes, d'un oncle assez âgé et respecté dans son village. Et aussi de Lucia. Ils se sont plantés à la grille de ma maison. Ils ne se sont pas mis à crier tout de suite. Mais leur façon de former une file disait déjà à toute la rue qu'il y avait des problèmes. Je suis sorti et j'ai ouvert un peu la grille, mais sans laisser passer personne. Dès qu'elle m'a vu, Doña Carmen a élevé la voix, en s'assurant que les voisins entendent. Je ne vais pas entrer, je viens seulement demander. Cette maison est-elle à mon fils ou à toi seul? Cette phrase m'a fait bouillir le sang. Elle savait parfaitement au nom de qui étaient les actes. Mais elle demandait intentionnellement en public devant les parents et les voisins pour planter. L'idée que j'étais la typique profiteuse qui avait volé le patrimoine à son mari. J'ai ouvert un peu plus la grille, mais j'ai bloqué le passage avec mon corps. Ma voix a été ferme, que celui qui a les actes à son nom entre. Sinon, qu'il reste dehors. L'oncle âgé en entendant ça m'a crié. Comment oses-tu parler ainsi à ta belle-mère? Tu te crois supérieur juste parce que tu as un petit pavillon? J'ai tourné la tête et je l'ai regardé fixement. Sans élever la voix, j'ai articulé chaque mot avec clarté. Sortez les milliers d'euros de votre poche pour payer la maison, oncle Manuel. Et ensuite nous verrons si vous laisseriez quelqu'un entrer avec ses valises en exigeant de rester. Vivre gratuitement. La tension a augmenté. Certaines personnes qui promenaient leurs chiens ou allaient travailler ont commencé à ralentir. J'ai vu que certaines fenêtres des maisons voisines s'entrouvraient. Lucia était à côté de sa mère les bras croisés. Ses lèvres dessinaient un sourire de victoire. Il était évident qu'elle jouissait de la scène de me voir humilié publiquement. Doña Carmen a continué à interpréter son rôle de belle-mère souffrante. Elle a mis une voix plaintive et suffisamment haute pour que n'importe quel passant pense que j'étais la pire belle-fille d'Espagne. C'est à ce moment-là que la voisine d'à côté, Madame Marta, à qui j'avais à peine dit bonjour 2 fois, est sortie de son jardin. Elle ne m'a pas regardé directement. Elle est restée dans sa parcelle et a dit d'une voix douce mais tranchante. Les affaires de famille se règlent à l'intérieur. Faites-moi le plaisir de ne pas monter de scandale qui perturbe la tranquillité de l'urbanisation. Ce n'était pas un cri, mais ça a fonctionné comme un frein exact. Doña Carmen s'est tue une seconde. Elle ne s'attendait sûrement pas à ce que, au milieu de son plan pour m'enfoncer devant sa famille, une personne extérieure intervienne. En se voyant interrompue, elle n'a pas pu continuer le spectacle. Mais avant de partir, elle s'est tournée pour me regarder. Son regard était si plein de haine que je m'en souviens encore. Elle a dit lentement, presque en serrant les dents. Garde la maison si tu veux. Nous verrons combien de temps tu arriveras à la conserver. En entendant ça, je n'ai plus senti que c'était un simple drame pour son orgueil blessé. Ça sonnait comme une menace très calculée. Et debout face à ma propre grille, en les voyant partir, je me suis rendu compte d'une chose. Doña Carmen ne s'arrêterait pas simplement à salir ma réputation. Elle tramait quelque chose de plus. Quelque chose de beaucoup plus dangereux. La phrase de ma belle-mère n'a pas arrêté de tourner dans ma tête tout l'après-midi. Nous verrons combien de temps tu arriveras à la conserver. Si ce n'était qu'une colère d'avoir été expulsée, elle aurait crié un peu et voilà. Mais non, son ton et son regard n'étaient pas ceux d'une personne offensée. C'étaient ceux de quelqu'un qui convoite quelque chose depuis longtemps. Mais à qui on l'a arraché des mains juste avant de l'attraper. Je suis resté assise dans le salon longtemps, en regardant par la fenêtre sans trouver la paix. Mais plus j'y pensais, plus je sentais que cela ne finirait pas là. Si elle voulait seulement vivre au crochet. Doña Carmen n'aurait pas apporté la valise le tout premier jour. Si elle voulait seulement me presser. Elle n'aurait pas eu tant de hâte d'amener toute la famille le lendemain matin. Tout passait trop vite, avec trop d'urgence, comme s'ils étaient en panique pour quelque chose. L'après-midi suivante, je suis sorti acheter quelque chose qui manquait pour la maison. En sortant d'un magasin de meubles, je suis tombé par hasard sur Javier, l'agent immobilier qui m'avait aidé à chercher la maison. Il m'a reconnu en premier, a souri et m'a posé une question qui semblait banale. Mais qui a immédiatement fait sonner l'alarme. Bonjour Elena.
comment ça va? Il y a peu de temps une partie de ta belle famille est venue me demander des détails. Sur la maison. Je suis resté cloué sur le parking. Ma main s'est refermée avec force sur les prospectus que je portais. J'ai regardé Javier et j'ai demandé lentement, qui est venu demander? Il a hésité un peu, peut-être en craignant d'être indiscret, mais il a fini par répondre. Quelques jours avant la remise des clés, une dame âgée et un jeune homme sont venus au bureau. Je les ai reconnus parce que je les ai vus rôder par ici quand tu visitais la maison. Un frisson m'a parcouru le dos. Je n'avais pas besoin de plus de détails pour savoir qui c'était. J'ai essayé de garder mon calme et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Javier s'est gratté la nuque et a baissé le ton, ils ont demandé pour les actes de la maison. Comment était la titularité et comment serait la procédure légale au registre pour ajouter une autre? Personne. J'ai pensé que vous l'aviez convenu en famille, donc je l'ai expliqué en gros. Je suis resté pétrifié. Le bruit des voitures autour de moi semblait s'éloigner. Ainsi l'apparition de Doña Carmen avec la valise n'avait pas été une impulsion soudaine et encore moins le produit de la colère pour mon refus antérieur de mettre le nom de Carlos. Ils avaient enquêté, ils avaient demandé, ils avaient tout planifié. Le théâtre de la valise était seulement la première étape d'un plan orchestré. Avant que je puisse assimiler cette information, Javier a lâché la bombe finale qui m'a laissé paralysé. Ils m'ont aussi demandé que si le propriétaire voulait vendre la maison rapidement par besoin de liquidité, quelle serait la voie la plus rapide? Ça m'a paru un peu bizarre. Donc je leur ai dit que tout dépendait de toi. J'ai regardé Javier fixement. Une sorte de fusible a sauté dans ma tête. Ajouter un nom, vendre rapidement. Il ne voulait pas seulement vivre au crochet. Il cherchait la manière d'aller beaucoup plus loin, trop loin. Je l'ai remercié en essayant de paraître normal, mais en me retournant mes jambes pesaient. Pendant tout le chemin du retour à la maison, j'avais la tête embrouillée. Si c'était seulement de la cupidité ordinaire, Doña Carmen essaierait de s'installer peu à peu. Mais s'ils demandaient déjà pour des ventes rapides, cela signifiait qu'ils avaient besoin d'argent. Et beaucoup. Et quand quelqu'un est désespéré pour de l'argent, il est capable de n'importe quelle bassesse. Cette nuit-là je suis resté longtemps assise dans la voiture, garée devant ma maison. J'ai essayé de repasser chaque détail, chaque mot, chaque expression de ma belle-mère. De mon mari et de Lucia ces derniers temps. Soudain, tout a pris sens et s'est uni en une ligne très claire. La hâte, l'agressivité, le manque total de vergogne pour monter des scandales en public. La façon dont Doña Carmen s'était mise en colère en apprenant que la maison était seulement à mon nom. Tout cela cessait d'être une question de simple orgueil. J'ai décidé d'appeler un vieil ami de Carlos, qui avait dîné avec nous une fois et connaissait les affaires sales de sa famille. Au début il esquivait le sujet, mais en entendant mon ton de voix si froid et sûr, il a fini par murmurer au téléphone, « Elena. Tu ne le sais vraiment pas? Lucia a hypothéqué l'ancien appartement de ta belle-mère il y a quelques mois. Elle s'est mise dans une arnaque pyramidale de crypto-monnaies et a perdu beaucoup d'argent. Les usuriers des microcrédits rapides n'arrêtent pas de les appeler en menaçant d'embargo. J'ai tenu le téléphone avec les mains moites. J'ai demandé à nouveau d'une voix qui m'a semblé étrange. Ils ont hypothéqué l'appartement de Carmen? On a entendu un soupir à l'autre bout, oui. Ils l'ont fait en secret. Je suppose qu'ils avaient peur que tu la prennes. En plus, ils ont des détailleurs. Ils sont dans l'eau jusqu'au cou. Je suis restée silencieuse longtemps après avoir raccroché. Il s'avère que les fameux 120 000 €. Ces économies intouchables de Doña Carmen dont elle n'avait pas voulu me prêter le moindre centime n'existaient plus. Elle ne m'avait pas dit non parce qu'elle était prudente ni pour sa vieillesse comme elle le proclamait. Elle avait gardé cet argent et avait réhypothéqué sa maison pour couvrir les échecs et la ludopathie financière de sa fille. Je n'étais pas sa priorité, je ne l'avais jamais été. Pour elle il était bien que je me tue à travailler. En y pensant, soudain j'ai ri.
Un rire court et très faible, mais incroyablement amer. Pendant tout ce temps j'avais porté le poids de me sentir une intruse, d'être méprisée. Je pensais qu'au moins je n'avais pas encore gagné leur confiance, mais non. La réalité était beaucoup plus grotesque. Elle ne m'avait pas écarté parce que je ne faisais pas le poids. Mais parce que depuis le premier jour elle n'avait jamais eu l'intention de me traiter bien. Tout était réservé pour sa fille. Et quand tout s'est effondré, elle s'est retournée et s'est préparée à dévorer ma maison comme son dernier gilet de sauvetage. Je me suis adossé au siège et je suis resté à regarder le plafond de la voiture. Je ne ressentais plus de tristesse. J'étais froide, plus lucide, plus tranchante. Toutes les pièces s'emboîtaient. Ma belle-mère ne voulait pas seulement emménager. Elle avait besoin de s'approprier cette maison pour la vendre ou la réhypothéquer et boucher le trou qu'elle et sa fille avaient creusé. Je me suis redressé, j'ai laissé le téléphone et j'ai regardé l'obscurité extérieure. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, je n'ai pas eu le moindre doute. S'ils avaient prévu de m'arracher ma maison, je ne me limiterais pas à me défendre. J'allais leur faire payer le prix pour chaque pas qu'ils avaient fait dans mon dos. En connaissant la vérité sur les dettes de ma belle-mère et de ma belle-sœur, j'ai arrêté de ressentir une rage aveugle. Mon esprit était beaucoup plus froid. Quand tu vois enfin l'objectif réel de l'ennemi, la colère recule pour laisser place à la lucidité. J'ai compris que si je me consacrais à discuter et que je permettais qu'ils amènent toute la parentèle pour me harceler, celle qui finirait épuisée ce serait moi. Pour les arrêter net, je devais faire en sorte qu'ils enlèvent eux-mêmes les masques. Le lendemain matin j'ai appelé Carlos par téléphone. Dès qu'il a répondu, j'ai baissé le ton de voix. En feignant que la tension des jours précédents s'était calmée, et je lui ai dit brièvement. J'y ai mieux réfléchi. Si ta mère veut vraiment vivre ici, nous pouvons en parler. Avec cette simple phrase j'ai pu entendre comment il expirait de soulagement à l'autre bout du téléphone, comme s'il enlevait une énorme pierre de dessus. Sa voix s'est adoucie immédiatement et j'ai même remarqué un subtil ton de triomphe qu'il ne percevait pas. Je savais bien que tu finirais par le comprendre. Elena. Nous sommes mari et femme. Tu dois être un peu plus flexible et penser au nôtre. En entendant ça, mes derniers doutes se sont dissipés. Si avant je m'auto-trompais en pensant qu'il était seulement faible, qu'il avait peur de sa mère et qu'il n'avait pas le courage de me défendre, maintenant j'ai su qu'il n'avait jamais été dans un point intermédiaire. Il avait été du côté de sa mère depuis le début. Il voulait seulement que je cède pour ne pas être étiqueté comme un mauvais fils par sa famille. Je ne l'ai pas démasqué sur le moment. J'ai continué d'un ton neutre, mais si elle veut vivre ici, il doit y avoir un contrat signé devant notaire ou au moins par écrit avec valeur légale. Qui va vivre? Pour combien de temps? Quels sont les droits et les obligations? Je veux que tout soit clair depuis le début pour qu'il n'y ait pas de dispute. Puis il y a eu un silence à l'autre bout. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sorte le contrat, mais il a fini par accepter. D'accord. Je le dis à maman ensuite. Il n'a pas passé une demi-heure quand il a rappelé précipitamment. Ma mère dit qu'elle est d'accord. Quoi? Signe ce qu'il faut. L'important est que tu la laisses s'installer. J'ai raccroché et je suis resté paralysé quelques secondes. C'était une blague. N'importe quelle personne normale qui chercherait seulement un asile temporaire, en entendant parler d'un contrat contraignant légalement, y réfléchirait à deux fois. Mais Donia Carmen a accepté au vol. Cela ne signifiait qu'une chose pour elle. Le papier n'était rien de plus qu'une simple formalité pour mettre un pied dans la maison et ensuite exécuter son grand plan. J'ai appelé un ami à moi, avocat à Madrid. Et je lui ai demandé de l'aide pour rédiger un contrat privé de commodat ou de cession d'usage très strict. Je lui ai expliqué que ce n'était pas un loyer normal ni une permission pour rester quelques jours. C'était un document légal où il serait clairement indiqué que la résidence était purement temporaire, qu'il ne pouvait pas domicilier personne d'autre, qu'il n'avait pas de pouvoir sur les biens de la maison,
qu'il renonçait explicitement à tout droit de possession ou de propriété présent et futur. Que l'adresse de la maison ne pouvait pas être utilisée pour garantir des prêts hypothéqués ni comme domicile fiscal et que sous aucune circonstance ne pourrait se générer d'usucapion, droit d'acquisition par l'usage prolongé ou droit sur l'immeuble. J'ai lu chaque clause plusieurs fois pour m'assurer qu'il n'y ait pas la moindre faille légale qu'il pourrait exploiter. L'après-midi, j'ai invité la famille de Carlos à se réunir dans le salon de la maison. Cette fois, Doña Carmen est venue sans la valise rouge, mais avec le même regard alerte, cupide. Lucia s'est assise à ses côtés en bougeant la jambe frénétiquement. Elle feignait l'indifférence, mais ses yeux scrutaient toute la maison. Carlos s'est assis face à moi en essayant d'apparaître serein comme s'il était le juge de paix de la réunion. J'ai posé le contrat imprimé sur la table basse et je l'ai glissé vers eux. Si tu veux vivre ici, Carmen. S'il te plaît. Lis-le avec attention et signe-le. Je veux que les choses soient claires pour que ensuite personne ne dise que je suis sans cœur. Doña Carmen a pris les papiers, a commencé à lire avec une attitude détendue. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait dans les feuillets, son visage se tordait. En arrivant au paragraphe où il était stipulé qu'elle renonçait à tout type de réclamation de propriété, titularité ou droit de garantir avec le logement, sa main s'est arrêtée. Lucia, qui lisait du coin de l'œil, a claqué la langue avec mépris. Carlos a faim de boire une gorgée d'eau. Mais j'ai remarqué comment sa mâchoire se tendait. Ma belle-mère a levé les yeux vers moi. Son ton était mordant, il fallait en arriver là. Nous sommes une famille. On dirait que nous sommes au tribunal de garde. J'ai répondu immédiatement et d'une voix légère, précisément parce que nous sommes une famille. Il faut le laisser par écrit. Je ne veux pas qu'à l'avenir tu m'accuses d'abuser et je ne veux pas non plus que quelqu'un essaie de transformer ma maison en sa propriété. L'air dans le salon est devenu dense. Je savais qu'ils étaient furieux, mais après s'être échangé des regards complices avec ses enfants. Doña Carmen a pris le stylo, a signé avec force chaque page. Elle a signé rapidement, en appuyant beaucoup sur le papier, non comme quelqu'un de sincère, mais comme quelqu'un qui contient la rage en attendant un meilleur moment. Voir ses traits m'a confirmé que son apparente docilité n'était pas pour chercher la paix, mais pour pouvoir franchir le seuil. J'ai ramassé le contrat, j'ai vérifié les signatures et je l'ai laissé sur la table. Et juste à l'instant où les trois ont semblé expirer de soulagement, j'ai levé le regard, en le plantant dans les yeux de Doña Carmen, et je lui ai posé la question. Tu as signé? Très bien. Maintenant dis-moi, où est ton ancien appartement à Madrid? Tout le salon a semblé se taire d'un coup. Aucun son, aucun mouvement. Lucia a été la première à réagir et pas avec des mots. Elle est devenue blanche comme un mur. Carlos a détourné le regard et ses mains sur les cuisses se sont fermées en poing. Et Doña Carmen. Son regard a changé radicalement. Toute la superbe et l'arrogance ont disparu en une fraction de seconde. Je ne leur ai pas donné le temps de penser. J'ai poursuivi, en gardant la voix plate, mais avec des mots qui pesaient comme du plomb. Ou bien ton appartement est-il déjà saisi ou réhypothéqué par les dettes? Et maintenant tu prétendez utiliser ma maison pour obtenir de la liquidité et vous sauver? Doña Carmen a donné un fort coup de main sur la table. Le verre d'eau a vibré, elle m'a foudroyé du regard et a sifflé. De quel commérage sors-tu ça? Fais très attention à ce que tu dis. Je ne me suis pas altéré. J'ai sorti mon téléphone calmement. J'ai appuyé sur play sur l'enregistrement que j'avais gardé de l'appel avec l'ami de Carlos et j'ai monté le volume au maximum. La voix masculine a résonné avec clarté dans le silence de la salle. En racontant l'histoire de Lucia, ses investissements pyramidaux ruinés, l'hypothèque de la maison de sa mère, les menaces des recouvreurs. À peine une minute d'audio qui a été comme une bombe atomique tombant dans le salon. Lucia s'est levée d'un bond avec les yeux hors des orbites et la bouche tremblante, voulant le nier, mais incapable d'émettre un son. Doña Carmen regardait mon téléphone puis sa fille, prise de panique et de fureur. Carlos,
pour la première fois, a laissé son rôle de diplomate et m'a crié. Tu as enquêté sur ma famille. J'ai levé le menton et je l'ai regardé sans élever la voix. Mais si froide que je ne me reconnaissais pas moi-même, non, je protège seulement mes biens. Cette réponse a été brève et tranchante. À cet instant j'ai vu avec une clarté absolue que les 3 personnes assises face à moi n'étaient pas une famille cherchant refuge. C'était un groupe d'escrocs à qui je venais d'arracher le masque de force. Quand l'enregistrement s'est terminé, le salon est resté plongé dans un silence si dense que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge murale. Mais ce silence n'a pas duré longtemps. Quand il n'y a plus d'échappatoire possible, quand tombe le dernier masque, Donia Carmen a arrêté de simuler. Elle ne se mettait plus la main sur la poitrine. Elle ne feignait plus de pleurer en se plaignant de la malchance. Elle s'est redressée avec les yeux rougis et sa voix s'est durcie. Si pleine de venin qu'elle m'a donné la chair de poule, eh bien oui. Nous avons hypothéqué notre appartement. Et alors? Tu es la belle-fille de la famille. Si tu ne nous aides pas toi, qui va le faire? En entendant ça, un frisson m'est descendu le long de la colonne vertébrale. Il s'avérait qu'à ce moment-là elle ne ressentait pas encore le moindre remords. Elle ne savait pas honte d'avoir menti ni d'avoir conspiré pour m'enlever la maison. Ni elle ne se sentait humiliée d'avoir été découverte. Dans sa tête tout se résumait à une chose, c'est normal. Il était normal que la belle-fille se sacrifie. Il était normal que ce qui est à moi soit à eux. Il était normal que je charge des conséquences de leur stupidité et de celles de sa fille. Je l'ai regardé fixement. Il n'y avait plus trace d'empathie en moi. Ma voix était basse, mais chaque mot coupé comme un couteau. Vous aidez votre fille jusqu'à vous ruiner et ensuite vous m'exigez que j'assume la dette des 2. Vous croyez que... La phrase a brûlé Lucia, qui s'est mise à pleurer immédiatement. Mais ce n'était pas des larmes de repentir. Elle me regardait avec rage. Tu as de l'argent et tu ne veux pas aider la famille. Tu n'as pas de compassion. En vivant aussi. Égoïste, tu crois que tu vas être heureuse un jour? J'ai éclaté de rire. Un rire si sec que même à moi il m'a semblé étrange. J'ai penché la tête pour la regarder et je lui ai répondu lentement. Quelle famille? La famille qui m'a tourné le dos quand j'ai eu besoin d'aide pour l'apport. Mais qui vient avec les ongles et les dents pour me voler dès que j'obtiens quelque chose. Lucia s'est tue. Donia Carmen grinçait des dents et Carlos, qui était resté figé, a enfin parlé. Mais sa façon de s'exprimer a pulvérisé toute once d'espoir qui me restait en lui. Il n'a pas demandé à sa mère pourquoi elle lui avait caché l'affaire de l'appartement. Il n'a pas engueulé sa sœur pour avoir entraîné tout le monde à la ruine. Il ne m'a pas non plus demandé pardon. La première chose qu'il a lâchée d'un ton pressant a été « Même si tu es très en colère. Tu es ma femme, Elena. Si tu ne nous aides pas. Celui qui va rester en évidence devant toute la famille c'est moi. » J'ai tourné la tête et je l'ai regardé. Cette seule phrase a suffi à déchirer de haut en bas toutes nos années de mariage et à mettre à nu sa pourriture. Pour lui le correct et l'incorrect étaient égales. Le fait que sa famille ait essayé d'usurper mes biens n'importait pas non plus. La seule chose qui l'effrayait était de perdre la face et l'honneur devant sa parentèle. Tout le stress par lequel j'étais passé. Le complot dans mon dos. Rien de tout ça ne lui passait par la tête. J'ai esquissé un sourire cynique. Ma déception avait franchi la barrière de la douleur et était devenue pure glace. Je lui ai dit très bas, toi tu as peur de perdre ton image devant eux. Pendant que moi je suis sur le point de tout perdre par ta faute. Silence absolu encore une fois. Personne ne s'attendait à tant de fermeté, surtout Carlos. Ses lèvres ont tremblé, mais il n'a pas osé me contredire. Peut-être parce qu'il savait que j'avais entièrement raison. Je n'allais pas prolonger cette agonie. J'ai ouvert le dossier que j'avais à côté et j'ai sorti l'énorme pile de documents que j'avais préparés, les actes de vente, l'hypothèque, les transferts de mes comptes privés chez le notaire. Les justificatifs de la liquidation des impôts. Je les ai placés ordonnés sur la table comme si je préparais les preuves dans une salle d'audience.
J'ai poussé la pile vers eux et mon ton est resté plat, regardez bien. Voici les actes. Voici le prêt hypothécaire. Voici les justificatifs des paiements que j'ai faits. Seul. Tout à mon nom et tout en séparation de biens. C'est le fruit de mon travail et personne n'a le droit d'y mettre la main. Doña Carmen a regardé du coin de l'œil la pile de papier avec fureur. Il était clair qu'elle détestait affronter des preuves irréfutables. Pour elle, utiliser la moralité rance et le victimisme était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui je ne lui laissais pas d'issue. Lucia, à ses côtés, était livide et gardait la bouche fermée. Et Carlos regardait fixement ses feuillets. Son visage s'est assombri. C'était la première fois qu'il comprenait vraiment qu'il n'y avait pas la moindre faille légale par laquelle lui, et encore moins sa famille, pourrait s'introduire dans mon patrimoine. Doña Carmen n'a pas pu se contenir. Elle m'a pointé avec l'index, en me foudroyant du regard, et a lâché sa menace finale. Tu peux garder tes papiers, mais je t'avertis, tu n'auras pas un jour de paix. Il y a quelque temps cela m'aurait effrayé. À ce moment-là ça m'a presque fait pitié. Cette femme ne m'avait jamais donné la paix. Elle ne m'avait apporté que de la pression. Des critiques et une avidité déguisée sous le manteau sacré d'être la belle-mère. Je me suis levé et j'ai fait un pas vers elle. L'air était si tendu que n'importe quoi l'aurait fait exploser. Je n'ai pas crié, je me suis seulement penché un peu sur la table. Juste assez pour la regarder dans les yeux de près. Et je lui ai murmuré de manière froide et sans équivoque, « Essayez, faites-moi le plaisir. » Mais cette fois je ne suis plus celle qui va rester silencieuse en supportant les coups. Ma phrase l'a laissée muette d'un coup. Peut-être pour la première fois elle a senti dans sa propre chair que la belle-fille docile qu'elle intimidait habituellement était morte. Il n'y avait plus une femme qui avalait sa colère pour maintenir la paix familiale. Il n'y avait plus personne qui cédait pour le quand dira-t-on. Face à elle il y avait quelqu'un qui avait vu la vraie face de toute la famille et à qui la patience s'était totalement épuisée. L'atmosphère était étouffante. Carlos, assis là au milieu de sa mère et de son épouse, n'était plus le médiateur. Il semblait quelqu'un qu'on tirait des deux bras et plus il essayait de rester au milieu, plus sa lâcheté paraissait pathétique. Je lui ai dirigé un dernier regard. C'était un seul croisement d'yeux. Mais cela a suffi à me rendre compte de l'aspect le plus douloureux de tout le mariage. L'homme en qui j'avais confiance, l'épaule sur laquelle je voulais m'appuyer, n'avait jamais été de mon côté. J'ai ramassé les documents, je les ai gardés dans le dossier et je me suis redressé. Dès 7 secondes j'ai effacé de mon esprit toute idée de sauver la relation. Je n'allais plus lutter pour cette famille. Je me préparais à une confrontation jusqu'aux dernières conséquences, sans marge pour dépacter. Bien sûr, sans me faire d'illusions avec le mot famille. Après cette confrontation tendue, j'ai arrêté de leur adresser la parole. Non parce qu'il me manquait des raisons, mais parce que je savais que parler en utilisant les sentiments avec ces gens me ferait seulement du mal à moi-même. Ceux qui conspiraient ouvertement sous mon nez pour m'arracher la maison et assainir leurs dettes n'allaient pas s'arrêter pour quelques bonnes paroles. Pour les freiner je devais leur couper toutes les routes d'accès. Cette même nuit Carlos n'arrêtait pas de tourner sur le balcon avec le téléphone collé à l'oreille. Il parlait très bas, mais je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir avec qui il parlait. Il fronçait les sourcils, baissait le ton, puis soupirait lourdement et me regardait du coin de l'œil de temps en temps. Il informait la base. Je suis resté dans le salon en feignant que ça ne m'importait pas. Mais ma tête avait déjà pris une décision. J'ai appelé un serrurier d'urgence à Madrid que m'avait recommandé l'administrateur de l'urbanisation et je lui ai demandé de venir immédiatement. Quand le technicien est arrivé, je lui ai montré les actes et la pièce d'identité pour démontrer la titularité et je lui ai demandé de changer tous les cylindres, la porte principale, l'arrière et celle d'accès par le garage. Je lui ai aussi demandé de reprogrammer les codes de sécurité des alarmes. Je l'ai fait rapidement, sans explication ni demander la permission à personne. À partir de maintenant, je ne laisserai pas la moindre faille pour que quelqu'un entre dans ma propriété.
Le bruit de la perceuse a été assez scandaleux dans la tranquillité de la nuit. Carlos est entré du balcon, a vu le serrurier et son visage s'est défait. Il s'est approché de moi en élevant le ton. « Tu es devenue folle ? Tu agis comme si nous avions des voleurs à la maison. » J'étais près de la table avec les jeux de clés anciennes en main. J'ai levé la tête pour le regarder, effectivement, je gère des voleurs. Cette réponse a assombri son visage, il a serré les dents et ses yeux se sont rougis. « Tu traites ma mère de voleuse ? » J'ai répondu froide et tranchante. Quiconque entre sans la permission du propriétaire et veut voler la maison. Pour moi c'est un voleur. Il n'a pas semblé croire à ma franchise, mais je ne me suis pas arrêté. Pendant que le serrurier configurait la nouvelle alarme, je lui ai demandé d'éliminer tous les utilisateurs liés antérieurement, en annulant l'accès au téléphone de mon mari. En plus, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi et l'email de récupération des caméras de sécurité. Avant, en pensant que nous étions un mariage, je lui avais laissé tout installer sur son téléphone. En y repensant, cette confiance nous avait laissé exposés. Une fois erreur, deux fois stupidité. Carlos observait mes mouvements livides de rage et de tension. Quand j'étais sur le point de signer le bon de travail du serrurier, il s'est approché et m'a attrapé par le bras, en faisant tout ça, tu m'enfermes aussi moi. Je me suis dégagé de sa prise lentement. Si tu continues encore à penser que cette maison est l'auberge où ta mère et ta sœur peuvent venir piller quand ça leur chante, tu as toi-même la réponse. Il est resté glacé. Peut-être qu'à cet instant il s'est rendu compte que je n'étais plus simplement en colère. J'étais en train de couper à la racine tout lien qui unissait ma maison à sa famille. Après que le serrurier soit parti, j'ai passé 1 heure à rédiger un document formel pour le concierge et la sécurité de l'urbanisation. J'ai exposé clairement que le logement était de ma titularité exclusive. J'ai demandé que toute demande d'accès, déménagement ou visite qui disent être de ma famille soit refusée catégoriquement si elles n'avaient pas mon autorisation expresse et directe. Je les ai avertis que si un scandale se produisait à ma porte, ils appellent immédiatement la garde civile. Je l'ai imprimé, je l'ai signé. Je leur ai envoyé une photo par WhatsApp au groupe de la communauté et j'ai promis de le rapporter. L'original le lendemain. Je ne dormirai pas avec peur. Ce que je savais, c'est que le lendemain matin il y aurait du mouvement. Effectivement. Vers midi j'ai entendu le moteur d'une vieille fourgonnette de déménagement freiner devant ma maison. Je suis sorti sur la terrasse du premier étage et la scène m'aurait fait lâcher un rire si elle n'avait pas été si indigne. Doña Carmen était plantée au milieu du chemin, avec une robe imprimée et les cheveux tout juste sortis du coiffeur et avec une tête de mauvais poil. À ses côtés, Lucia était les mains sur les hanches. Derrière elle, la fourgonnette de location apportait des cartons, des paquets emballés dans du plastique, un ventilateur et des matelas enroulés. À première vue il était clair qu'il ne venait pas parler, il venait envahir. Dès qu'elle m'a vu pencher, Doña Carmen a commencé à crier. « Ouvre la porte. Arrête de faire l'idiote. » Je suis restée silencieuse, en appuyant les mains sur la balustrade. Ma voix a résonné avec force. Je vous ai déjà dit que dans ma maison n'entrent pas de gens par la force en apportant leur babiole pour usurper la place. Cette réponse a été jetée plus d'huile sur le feu. Devant le gardien de sécurité, qui s'était déjà approché, et de quelques voisins qui se penchaient. Elle a crié comme une possédée, « Tu le fais exprès pour m'humilier devant tout le monde ?» J'ai regardé en bas et je lui ai répondu. « C'est vous qui vous humiliez toute seule ? Je ne vous ai pas invité. » Lucia est devenue rouge, a regardé autour. A pris un manche à balai que quelqu'un avait laissé appuyer contre un lampadaire et a fait mine de le jeter contre la grille, en criant des insultes qui ont résonné dans toute l'urbanisation. « Fille de tu te crois la reine d'Espagne parce que tu as un pavillon ?» Un gardien de sécurité a couru vers elle pour l'arrêter, en les avertissant d'arrêter de faire du scandale ou il appellerait la police. La tension était palpable. La fourgonnette, le soleil de plomb tombant sur Madrid.
Et juste à cet instant, Carlos est sorti de la maison. Il avait sûrement descendu les escaliers après avoir entendu les cris. Il est sorti dans le jardin de devant et m'a regardé en haut. Il avait un mélange de rage et d'impuissance. Il ne suppliait plus, il exigeait « Elena. Ouvre la porte. Ne m'oblige pas à me mettre en colère. » Je n'ai pas eu la moindre peur. Je lui ai répondu à haute voix « Allez. Mets-toi comme tu veux. Aujourd'hui même nous clarifions les choses en public. » Cette phrase a coupé l'atmosphère comme un coup de hache. Et finalement, grâce à l'intervention de la sécurité de l'urbanisation et au fait qu'il ne pouvait pas passer de l'entrée, la famille est restée dans la rue. Carlos est resté comme un imbécile impuissant, se rendant compte que ses privilèges avaient expiré. Je n'ai plus rien dit. Je leur ai lancé un dernier regard et j'ai fermé le store. Je n'ai pas cru une seconde que Doña Carmen se considérerait vaincue. Être humilié devant la sécurité de l'urbanisation, les voisins et son fils ne l'arrêteraient pas. Je savais que le seul passeport qu'ils avaient pour ma maison était mon mari. C'est pourquoi j'ai imaginé un plan. Cette même nuit j'ai dit à Carlos que j'avais un dîner d'affaires avec un client de l'entreprise de meubles. Je me suis habillé. J'ai pris mon sac et les clés de la voiture et je lui ai dit le plus normalement. Je m'en vais. Carlos. Reste à la maison. Je ne tarderai pas beaucoup. Il a acquiescé très rapidement, trop rapidement. D'habitude il me demandait où j'allais, avec qui, à quelle heure je revenais. Mais il a seulement dit « D'accord, fais attention ». Son manque d'intérêt n'était pas de l'apathie, sa tête était occupée à autre chose. J'ai conduit ma voiture hors de l'urbanisation. J'ai fait un long détour et je l'ai garée dans un point aveugle près d'un bosquet extérieur, d'où j'avais une vue directe sur la petite porte d'accès arrière du jardin, qui donnait sur un parquet que presque personne ne surveillait. Mon cœur battait à un rythme régulier, si régulier qu'il en donnait des frissons. Je savais que j'étais sur le point de témoigner de la trahison de mon propre mari. Mais je ne ressentais plus de panique. J'avais déjà la réponse préparée. À peine une demi-heure plus tard j'ai vu Carlos ouvrir la porte arrière discrètement. Quelques instants après, Doña Carmen et Lucia ont émergé des ombres. Ma belle-mère traînait un lourd sac en tissu et Lucia portait d'énormes sacs poubelles qui trahissaient des draps, des vêtements, des boîtes de médicaments et des papiers. Ils ne venaient pas en visite, ils venaient s'installer dans mon dos. Je ne suis pas descendu de la voiture immédiatement. J'ai ouvert l'application de mes caméras de sécurité et j'ai activé le son en direct. Sur l'écran on voyait clairement comment ils s'introduisaient par la porte de la buanderie. J'ai entendu des pas qui craquaient et, finalement, la voix basse de Doña Carmen captée par le micro, « Allez. Porte les affaires de ta mère dans la chambre. Je reste quelques jours. À la longue elle devra l'accepter. » Je suis resté de pierre, non par surprise, mais par le caractère cru de leur plan. Ensuite, Lucia a lâché un rire malicieux et répugnant. L'important est de prendre pied. Si nous la harcelons un couple de jours entre toute la famille, la tante finira par céder et elle aura peur. J'ai serré le téléphone. À leurs yeux je n'étais pas une personne avec des droits. Seulement une femme qu'on pouvait plier à base de commérage et de harcèlement. J'ai éteint l'écran et je suis sorti de la voiture. Mes pas vers ma propre maison ont été fermes. Dans mon esprit il n'y avait qu'une pensée, si aujourd'hui je ne les arrachais pas à la racine, j'ouvrais la porte à mon propre malheur. J'ai ouvert la porte principale rapidement. J'ai entendu des bruits de paquets traîner dans l'escalier. Je suis entré et j'ai poussé la porte avec force. En s'ouvrant, les trois sont restés paralysés comme des statues de glace. Carlos était à mi-escalier en tenant un des sacs de Lucia. Doña Carmen serrait son énorme sac et Lucia venait de lâcher des couvertures. Ils m'ont regardé avec des visages de terreur authentique. Je suis resté dans le vestibule sans crier, sans geste. J'ai regardé les sacs, puis le visage pâle de mon mari. J'ai souri avec dédain et j'ai laissé tomber une voix si glacée qu'elle coupait, incroyable. Carlos. De jour ils ne peuvent pas passer par la porte principale et de nuit tu deviens voleur pour
Introduire ta petite maman et ta sœur dans ma maison. Carlos. Acculé et sans son courage diurne. Est descendu d'une marche et a essayé de concilier en tendant les mains, laisse-moi t'expliquer. Elena. Ils allaient seulement se reposer un moment. Ne faisons pas une montagne d'un grain de sable. Je les coupais net, se reposer un moment et ils apportent tous leurs papiers. Les médicaments et les dredons. Tu crois que je suis né d'hier? Doña Carmen, en voyant que son fils ne s'en sortait pas, a fait un pas en avant et m'a pointé du doigt, en revenant au rôle d'offensé. C'est la maison de mon fils? J'entre quand ça me chante. Celle qui n'a pas de vergogne, c'est toi. Je ne me suis pas donné la peine de la contredire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai reproduit le clip que je venais de télécharger du circuit fermé. Le salon est resté muet, rompu seulement par la propre voix de Doña Carmen dans l'enregistrement. Suivi du rire dégoûtant de Lucia sur comment me faire peur pour me plier. Chaque mot leur a retourné le cou. Doña Carmen s'est tue et ses lèvres tremblaient. Lucia est devenue écarlate et a regardé son frère en lui reprochant comme une chatte sauvage. Carlos, ne reste pas la planter. Tu es l'homme de la maison. Ne laisse pas ta femme te piétiner. Et Carlos, au lieu de ressentir de la honte d'avoir été pris sur le fait, s'est tourné vers moi avec les yeux injectés de sang et m'a crié. Pourquoi dois-tu humilier ma famille de cette manière? Je l'ai regardé et à cet instant le dernier lien qui m'attachait à lui a disparu. Cet homme n'était pas contraint, il savait tout. Il était complice actif et son seul regret était l'orgueil blessé de sa parentèle. Pas sa répugnante trahison. J'ai fait un pas en arrière, j'ai dégagé le chemin de la porte et j'ai indiqué vers l'extérieur. Option 1, vous prenez vos affaires et vous partez tout seul. Option 2. J'appelle la garde civile pour violation de domicile. Et je ne plaisante pas. Ils se sont regardés. Doña Carmen me lançait des regards assassins. Lucia a serré les lèvres avec rage et Carlos, debout dans l'escalier, n'a plus pu maintenir son masque. À partir de cette nuit-là, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce n'était plus un thème de belle-mère. C'était tout. C'était un complot et je les avais pris la main dans le sac. Après cette nuit où je les ai jetés dehors, j'ai perdu tout intérêt à débattre. Discuter avec des personnes comme la famille de mon mari était une perte de temps. Il manquait de limites et de vergogne. La seule façon de leur fermer la bouche à ce type de personnes, ce sont les preuves. J'ai commencé à enquêter sur tout le financier dans leur dos. J'ai révisé des relevés bancaires, des transferts, des comptes joints que nous avions eus autrefois et même les anciens emails de la banque. J'ai analysé ces documents de bureau que Carlos m'apportait parfois pour que je les signe. Rapidement. Des choses sur lesquelles je mettais ma signature en faisant confiance aveuglément à mon mariage. Après 2 jours à croiser des données, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus répugnant que ce que j'imaginais. Non seulement Doña Carmen avait réhypothéqué sa maison. Carlos portait des mois à sortir de l'argent périodiquement de nos économies communes que j'alimentais majoritairement, pour le donner à sa mère et à sa sœur. Des concepts camouflés comme des paiements à des clients. Des avances de projets ou des prêts de l'entreprise cadrés millimétriquement avec les dates où Lucia s'était ruinée. En voyant ces chiffres, mon âme s'est glacée non par la quantité d'euros, mais par le niveau de trahison dans le même lit où je dormais. Un homme qui me jurait amour me saignait dans le dos. J'ai aussi révisé des photos anciennes dans mon téléphone. Des choses que je gardais par habitude d'être ordonnées. J'ai trouvé une photo qui m'a retourné l'estomac, un papier écrit de la main de Doña Carmen. C'était une note rapide où elle notait les étapes. Entrer vivre dans la maison neuve et ensuite bouger des papiers pour mettre le nom de Carlos au registre et forcer la vente. Ils le planifiaient depuis des mois. Tout leur cirque était un scénario écrit d'avance. Avec les preuves prêtes. J'ai envoyé un WhatsApp à Carlos en lui disant que je voulais me réunir avec toute sa famille dans un salon privé d'un café de Madrid pour clore définitivement l'affaire sans scandale. Il a accepté rapidement, probablement en croyant que j'allais céder. Ce jour-là,
Doña Carmen est entrée dans le salon privé du café avec sa prétention habituelle. Lucia derrière en essayant de paraître dure. Carlos face à moi avec une tête de mauvais poil, mais impatient. Dès qu'ils se sont assis, Doña Carmen a craché. Enfin tu entres en raison. Une femme ne doit pas être si têtue. La maison est une affaire de toutes. La famille. J'ai souri. Un geste si froid qu'il m'a même effrayé moi-même, effectivement. C'est une grosse affaire. C'est pour ça que j'apporte les papiers pour le clarifier aujourd'hui. J'ai laissé une montagne de feuillets sur la table, relevé bancaire des entités espagnoles. Justificatif de transfert? La copie simple de l'hypothèque de leur ancien appartement que j'avais découvert grâce à mon contact, capture d'écran, tout comme si c'était un jugement. Carlos a été le premier à pâlir en voyant les feuilles de la banque. J'ai poussé les papiers vers lui et j'ai dit, cet argent que j'ai économisé pour l'hypothèque. Tu l'as dépensé en cachette pour boucher les dettes de ta mère. Tu prétends maintenant que je paie. Les pots cassés? Lucia a essayé de m'arracher les papiers. Je l'ai arrêté en lui donnant une claque nette. Touche ces papiers et je sors chercher la police. Doña Carmen a essayé de sauver les meubles en sortant sa rengaine. Dans un mariage l'argent est pour céder. Est-ce un délit? Céder se demande s'il te plaît. Voler dans le dos a un autre nom. Carmen, vous le savez bien. Ai-je répliqué sans ménagement. Le silence a été dévastateur, mais je gardais l'atout dans la manche. J'ai sorti la copie des WhatsApp que Carlos avait échangés avec Javier, celui de l'immobilier. Et la phrase finale qu'il avait lui-même écrite, si elle s'entête. Que ma mère reste un temps. Elle finira par être à moi. En le lisant, la bombe a explosé. Carlos a donné un coup de poing sur la table indigné, tu m'espionnes le téléphone. Non. J'ai seulement été assez intelligente pour garder des preuves quand j'ai vu que mon mari me poignardait. Doña Carmen s'est tournée vers son fils en pleine crise de panique et a lâché. Je t'avais dit de faire les choses avec prudence. Maintenant elle sait tout. Une seule phrase et confession complète. Ils ont arrêté de feindre et ont commencé à se dévorer entre eux. Lucia engueulant Carlos pour imbécile, Carlos sa mère pour précipité. Doña Carmen leur criant inutile aux deux. Il y a quelques minutes ils conspiraient pour me détruire et maintenant ils se tuaient entre eux. Je me suis mise debout. J'ai ramassé mon sac et j'ai lâché la phrase la plus glaciale de toute ma vie. À partir de cet instant, celui qui ose mettre un pied dans ma maison ou essayer de me voler. Je ne lui parlerai pas comme à la famille. Il se verra avec mes avocats aux tribunaux de Plaza de Castilla. Après la réunion au café je n'ai pas eu de compassion. J'ai engagé un des meilleurs avocats matrimonialistes de Madrid. Avec toutes les preuves il m'a préparé rapidement la demande de divorce. Comme en Espagne on n'a pas besoin de cause, la procédure était directe. Et il a envoyé à Carlos un burofax en lui exigeant de quitter le logement dans un délai de 5 jours. Puisque la maison, acquise en séparation de biens et financée exclusivement par moi, était de ma totale et exclusive propriété. En plus, on lui réclamerait judiciairement les fonds détournés sans mon consentement. Quand il a reçu le burofax, Carlos est devenu fou. Cette même nuit il est venu frapper à ma porte. Les coups résonnaient dans tout le pavillon. Depuis l'extérieur je l'entendais supplier, « Elena, ne me fais pas ça. Ouvre, s'il te plaît. » J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir, seulement avec le verrou mis. Son visage était émacié, les yeux rouges. Dès qu'il m'a vu, il est descendu immédiatement à son rôle de mari désemparé, « Je suis désolé. Elena, j'ai été un idiot, mais nous sommes mari et femme. Ne jetons pas tout à perdre. » Je l'ai regardé sans une once de compassion et je lui ai dit. « Tu t'es souvenu que tu étais mon mari quand tu conspirais pour me laisser à la rue. » Il n'a pas eu de réponse. Et là il a fait quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Il s'est agenouillé devant ma porte. Ses genoux ont frappé les carreaux. Il m'a attrapé par le poignet en suppliant désespérément. Ma mère m'a obligé. Je voulais seulement qu'il y ait la paix. Donne-moi une autre opportunité.
Ne me laisse pas. Je le regardais d'en haut. Avant cela m'aurait brisé le cœur, mais maintenant je ressentais seulement du dégoût. Son idée de paix était d'échanger ma souffrance contre la sienne. Soudain, une voiture a freiné en dérapant et des voix altérées ont rompu le calme. C'était Doña Carmen et Lucia qui venaient d'arriver. En voyant son fils agenouillé, à Carmen le sang a bouilli. Au lieu de ressentir de la pitié, elle s'est jetée en criant comme une marchande, « Quelle salope! Tu fais que mon fils s'humilie. Tu es la ruine des familles. » Elena. En Espagne ce qui est à l'épouse est au mari. Divorce-toi et tu partiras avec une main devant. Et une autre derrière. Malheureuse. Ces cris. Le désespoir de Carlos en essayant de la séparer et Lucia en hurlant des insultes ont fait que plusieurs voisins sortent sur les trottoirs. La sécurité de l'urbanisation est apparue à nouveau. L'honneur et l'image publique que Doña Carmen protégeait tant se sont brisés la même. J'ai reculé d'un pas. J'ai pris la copie de la demande de divorce que j'avais dans le vestibule et je l'ai mise dans les mains de Carlos. Ses doigts tremblaient. Je lui ai dit ma dernière phrase à voix basse, mais claire pour les trois. Tu ne me perds pas aujourd'hui. Tu m'as perdu le même jour où tu as planifié de rester avec la seule chose qui est à moi. J'ai fermé la porte. Carlos est resté allongé sur le porche avec le papier en main et Doña Carmen a arrêté de pleurnicher. Son silence n'était pas d'orgueil. C'était la réalisation brutale que le distributeur automatique dont elle prétendait vivre toute sa vie s'était fermé d'un coup dans son nez. Le processus de divorce a été rapide grâce aux avocats. La maison a été déclarée légalement comme ma propriété privative. Les sommes volées sont restées documentées comme crédit en ma faveur. Sa famille s'est vue plongée dans un chaos. Ils ont dû vendre à bas prix les terres héritées au village dans la province de Tolède pour pouvoir boucher une partie des embargos de l'arnaque de Lucia. Le jour où Carlos a sorti ses dernières caisses de la maison, je n'ai pas pleuré. Je suis resté appuyé sur le seuil. En le voyant traîner sa valise par le même chemin de pavé par où sa mère avait essayé le premier jour. Le cycle s'est fermé. Avant de monter dans la voiture, il s'est tourné vers moi, émacié et vaincu. Il ne me reprochait plus rien. Son regard trahissait seulement de la tristesse et de la résignation. Il m'a posé une dernière question, « Est-ce que tu es arrivé à m'aimer vraiment un jour ?» J'ai senti une légère pointe au cœur et j'ai répondu tranchante, « Oui. Je l'ai fait. C'est pour ça que ta trahison m'a coûté tout mon mariage. » Il est monté et a démarré. Je suis resté à le regarder jusqu'à ce que la voiture tourne au coin. Je suis entré et j'ai fermé à clé. 3 tours. J'ai déconnecté la sonnette de la porte. J'ai fermé les rideaux, je suis allé au centre du salon et je me suis assise. Il y avait un silence sépulcral. Un silence d'une qualité et d'une pureté que je n'avais jamais expérimenté. Sans reproche, sans belle-mère cupide, sans mari faux. J'ai regardé les rayons du soleil madrilène filtrer sur mon sol. Je me suis rendu compte que la paix parfois personne ne te la donne. Elle commence le jour où tu as les ovaires suffisants pour dire non, fermer une porte. Envoyer ceux qui te sucent le sang et rester avec la vie pour laquelle tu as lutté de tes propres mains. Eux continueraient noyés dans leur misère. Moi j'étais enfin dans un foyer seulement mien et en paix.